Et bonjour à vous les amis freelance, bonjour à toi Alexandre, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Eh ben ça va, merci. Super de voir tout ce monde. Donc bonjour MJ Admin, bonjour Marie-Julie, Anne, Carole, Cécile, Florian. Salut Gilles, salut Blandine, salut Thibaut, salut Christian, salut Rénal, salut Olivier, j'y suis presque. Salut Sarah, salut Lisiane, salut Angeska, salut Morgane, salut Cheng, salut Charles. Super content de voir tout ce monde. Bon, en même temps, le sujet trouver des clients, forcément, ça parle à tout le monde, c'est ça le gros avantage. Donc, super content de tous vous voir. Alors, n'hésitez pas à nous dire effectivement si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout va bien, si vous passez une bonne journée. J'espère que vous avez eu le temps de manger. Sinon, prenez votre petit sandwich, posez-vous tranquillement. Alexandre, ici présent, donc Alexandre C'est moi. Favreau, on se connaît depuis quelques années maintenant. On avait échangé, de toute façon, parce qu'on grenouille pas mal tous les deux dans le milieu du freelancing à Lyon. Donc, par la force des choses, on a fini par se croiser. Pour ceux qui nous suivent un peu de près, vous savez aussi qu'on organise en commun la Freelance Journée, une fois par an, au mois de juin. Donc, un super événement gratuit pour tous les freelances. Si vous ne connaissez pas vraiment, jetez un coup d'œil et restez à jour pour le prochain événement. Le but, c'est vraiment de faire un événement hyper sympa pour les freelances où on apporte un maximum de valeur sur la posture du freelancing, justement, trouver des clients, travailler, tout un tas de choses. Donc, et de le laisser gratuit pour que ce soit le plus accessible possible. Profitez-en. Donc voilà, ça fait notamment partie des choses qu'on fait ensemble, mais on cherche tout un tas d'autres synergies. Et comme vous le savez aussi peut-être, eh bien, moi, je suis le CEO de Super Indep. Super Indep qui accompagne les auto-entrepreneurs dans leur gestion administrative et fiscale. Donc, concrètement, on peut nous considérer comme des comptables pour auto-entrepreneurs. C'est la façon la plus simple de comprendre ce qu'on fait. Mais le secret étant qu'il n'y a pas de comptabilité en auto-entreprise. Mais concrètement, du coup, les auto-entrepreneurs qui sont chez nous, à part facturer, ils n'ont plus rien à faire, si ce n'est trouver des clients, justement. Donc, ils trouvent des clients grâce à Alexandre. Ils facturent et ils gèrent tout leur administratif grâce à nous. Et derrière, du coup, toute cette partie administrative, fiscale, ils peuvent ne plus y penser. Et c'est vraiment le but de Super Indep, c'est de vous enlever cette charge mentale, sachant que le gros point différenciant que vous allez trouver nulle part ailleurs, c'est que nous, on est capable d'avoir une gestion proactive de vos comptes, puisqu'en fait, on ne se contente pas de faire vos déclarations, mais en plus, on vérifie automatiquement toutes les nuits qu'il n'y a pas d'anomalie, on vérifie qu'il n'y a pas des dettes, des déclarations qui manquent, qu'il n'y a pas des problèmes. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, c'est la raison pour laquelle j'ai souvent beaucoup de choses à dire sur les conneries que peut faire l'URSSAF, puisque en fait, on est très souvent les premiers à les détecter et du coup à essayer de les régler. Donc voilà pour Super Indep. Merci beaucoup d'être tous là. Nous, on est super contents d'avoir Alexandre aujourd'hui qui va nous apporter plein de valeurs sur sa spécialité, le SEO, et surtout comment trouver des clients, mais quand on est freelance. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un truc spécialisé, hein, parce que le SEO, évidemment, ça veut tout et rien dire. De toute façon, tu vas nous redéfinir un petit peu ce que c'est. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est freelance pour réussir à trouver des clients avec Internet, hein, tout simplement. Alors, Alexandre, dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu? Comment vas-tu? Ça, tu nous l'as déjà dit. Je vais bien. Alors, je m'appelle Alexandre Favreau, je suis consultant SEO depuis pas mal de temps, quasi 10 ans, depuis février 2016. Je suis lyonnais, je suis de Lyon, et je suis surtout spécialisé dans les petites entreprises, donc les TPE, les indépendants et beaucoup aussi les freelances, d'où ce webinaire sur le SEO pour les freelances que je connais du coup très bien. Et concrètement, on parlera après rapidement, ce n'est pas essentiel, mais je fais des audits, donc des analyses importantes. C'est souvent le plus important, les audits, mais on en parlera en détail, comment faire un audit, etc. Et ensuite, des accompagnements pour la mise en place de l'audit. Et c'est comme ça que généralement, c'est plus efficace. J'ai eu plus de 250 clients en 10 ans. J'ai des clients récurrents et j'ai aussi des clients ponctuels à qui je fais un audit puis un accompagnement sur quelques heures, quelques mois, parce que je transfère beaucoup les compétences. J'aime bien ça. Et j'ai même un podcast qui s'appelle Guide SEO, qui est, je crois, le premier podcast SEO sur Spotify. Et j'ai d'autres choses aussi, un livre blanc, etc. Je fais plein de choses en disant on a de quoi faire.
Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. Alors, l'idée, c'est qu'Alexandre puisse du coup nous présenter qu'est-ce que c'est que le SEO, comment trouver des freelances, etc. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais pour la session vraiment questions-réponses, on fera ça à la fin de la présentation, donc d'ici une petite demi-heure. Mais voilà, en attendant, n'hésitez pas à discuter ou à poser des questions. Je rappelle simplement que pour poser des questions, vous avez le petit onglet questions en bas. Donc, essayez de poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, c'est plus facile pour répondre par question. Et en plus, ça permet aussi de vraiment garder la priorité. Et vous pouvez voter pour différentes questions, etc. Eh ben, merci. Et du coup, c'est parti. Alors, Alexandre, qu'est-ce que c'est que le SEO? C'est parti. Alors, j'ai fait un gros PowerPoint assez détaillé. Je vais donner beaucoup d'informations. Ça va durer une demi-heure ou un peu plus, à mon avis un peu plus. Concrètement, l'idée, c'est de partir du débutant pour que le débutant puisse comprendre et monter petit à petit en compétences. Et vous verrez que je vais donner beaucoup d'informations. Vous allez finir avec une tête assez grosse. Enfin, j'espère, mais je pense. Concrètement, déjà, on va commencer par le début. C'est mieux. La définition du SEO. Qu'est-ce que le SEO? Alors, il y a différents vocabulaires. On parle de SEO, SEO, Search Engine Optimization, référencement naturel, référencement Google, référencement organique. Tout ça veut dire la même chose, c'est le référencement sur moteur de recherche. Et d'où la définition qui est le SEO, ce sont l'ensemble des techniques pour être bien placé sur des mots-clés pertinents sur moteur de recherche. Alors, moteur de recherche, concrètement, on ne va pas en faire énormément. Le but, c'est de se positionner sur Google et éventuellement Bing. On va surtout parler de la France. Et en France, on essaye, en tant que consultant SEO et dans le SEO, de se positionner sur Google, qui a le quasi-monopole en France. C'est à peu près plus de 90%. Et Bing a à peu près 3-4%. Si on essaie de se positionner sur Google, on arrivera aussi à se positionner sur Bing, mais on va se focaliser sur Google, sur le référencement naturel. Quand je dis être bien placé sur des mots-clés pertinents, il faut savoir que dans le SEO, comme dans plein de domaines, il y a plein de termes techniques. Je vais essayer d'à chaque fois expliquer. Donc, sur les mots-clés, c'est l'équivalent de la recherche Google. Donc, les différents mots que vous mettez dans votre recherche. Il n'y a pas forcément qu'un mot. Par exemple, je vais souvent donner des exemples de photographes parce que moi, j'ai beaucoup positionné des photographes en tant que freelance. Par exemple, si photographe mariage Lyon, et ça c'est un mot-clé, par exemple. Donc, mot-clé recherche, c'est la même chose. Autre élément, il faut bien faire la différence entre le SEO et l'ADS. Donc, l'ADS, ce sont les publicités qu'il y a sur les moteurs de recherche. On va essentiellement parler de Google. Sur Google, les ads qui sont gérés par Google Ads sont en haut et en bas des résultats de recherche. Il y en a jusqu'à 4, parfois il y en a 0. Ça n'a rien à voir avec le référencement naturel. Je ne vais donc pas en parler durant ce webinaire. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à se positionner, donc les freelances dans ce cadre-là, à se positionner sur les résultats naturels. Et généralement, il y en a 10. Donc, ce sont des liens cliquables. Vous mettez photographe mariage Lyon, il y aura 10 liens cliquables. Et l'idée, c'est qu'ils cliquent sur ton lien qui est bien positionné, ils vont sur ton site et ensuite, ils te contactent. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ça, c'est la première base au niveau des éléments. Hop. J'arrive pas à aller plus loin, ça c'est marrant. Ah oui, ça c'est bon. Ça bug. Hop. Alors, 2 chiffres rapides sur le SEO. Il y en a plein d'autres, mais c'est les deux les plus parlants, je trouve. Premier chiffre, 75% des internautes ne vont pas plus loin que la première page de Google quand ils font une recherche. Le comportement des internautes le plus courant, c'est on fait une recherche, on va sur la première page de Google, on clique sur les liens de la première page de Google, sur tous ou sur certains, souvent c'est plutôt certains que tous, parce qu'il y en a 10, généralement les gens ne cliquent pas sur 10. Et s'ils ne sont pas satisfaits, bon, en 10 résultats, généralement ils sont satisfaits, mais s'ils ne sont pas, ils refont une autre recherche. Il y en a quelques-uns qui vont en seconde page de Google, mais la plupart n'y vont pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent en référencement naturel qu'il faut être en première page de Google et le plus haut possible sur la première page de Google. Parce que, évidemment, les positionnements, les 3 premières positions, par exemple, et les plus hauts sont plus cliqués, ce qui est normal. Deuxième statistique, 81% des ventes en B2B débutent par du SEO, donc des ventes en professionnel. Les gens recherchent via le SEO.
Pour parler de freelance, bon, je connais beaucoup les freelances, j'organise même des événements pour les freelances. Mon avis, qui reste mon avis, je pense que pour trouver des clients, les 3 moyens les plus importants, c'est le réseau, donc aller à des événements réseau en physique, le SEO et LinkedIn. Là, dans ce webinaire, je vais ne parler que de ma spécialité, le SEO. Alors, cette slide est intéressante, mais je ferai des slides sur chacune des parties. Il y a 5 parties d'un projet SEO. Si vous voulez faire un projet SEO, c'est ces 5 parties qu'il faut faire. Et il y aura une slide par partie après. Donc, je vais quand même expliquer cette slide. La première chose à faire, c'est la découverte du besoin. Il y a quelques questionnements à avoir avant de commencer un projet SEO. On verra par la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va réaliser l'audit SEO. Et ça, je vais beaucoup parler de l'audit SEO parce que c'est la partie la plus importante en SEO. C'est quelque chose de très technique, très précis. Pour vous dire, moi, mes audits, ils font plus de 40 pages avec plein d'annexes. Donc, c'est vraiment très technique, très, très costaud. Ça demande plus d'un jour d'analyse, hein, un jour et demi, généralement, voire 2 jours, dans ces cas-là. Donc, réalisation de l'audit. On verra par la suite ce qu'il y a dans l'audit. Hein. Et troisième partie, la définition de la stratégie SEO que je mets moi-même dans l'audit. L'audit, c'est on analyse certaines choses, on voit les imperfections du site Internet actuel et on sait ce qu'il faudra améliorer. Et le plan d'action priorisé, c'est un plan d'action priorisé, comme on dit, c'est qu'on voit de l'action la plus importante à l'action la moins importante et il faudra tout faire à 100%. Je dis souvent qu'en SEO, si on fait 80% ou 95% même du travail, il n'y aura pas forcément de résultats ou pas suffisamment de résultats. Il faut faire 100% du travail et parfaitement. C'est pour ça que ça joue dans les détails. Quatrième partie, les actions. Donc, on a fait un plan d'action. Maintenant, il faut l'appliquer. Et il faut l'appliquer parfaitement. Et en dernier, en 5e position, c'est le suivi SEO. C'est-à-dire qu'on a fait certaines actions, mais il y a des choses qu'il faut faire aussi dans le temps. Donc, on verra à la fin de ces 5 parties. Donc, première partie, la découverte du besoin. Alors, il y a plein de questions à se poser, mais j'en ai sélectionné que 4. Parce que sinon, alors, une formation SEO, ça dure 2 jours. Hein, donc, j'ai essayé de faire le plus important, mais je ne pourrais pas tout dire. Donc, la première chose, c'est quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs? On va aller vite. Généralement, on fait du SEO quand on est freelance pour trouver des clients. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'autre objectif. Deuxième point, quelle est ta cible ou tes cibles géographiques et linguistiques? Par exemple, si vous êtes photographe industriel à Lyon, est-ce que vous ciblez la ville de Lyon uniquement, la métropole de Lyon qui fait plusieurs villes, ou le département du Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, ou peut-être quelques départements autour de Lyon, ou peut-être toute la France, ou peut-être aussi d'autres pays? Donc, le côté linguistique, c'est uniquement, évidemment, si on est en France, on va cibler que des mots-clés et des contenus en français. Par contre, si on cible la Suisse ou la Belgique, par exemple, on va cibler l'anglais aussi, d'où cet élément-là. Troisième partie, le choix des activités et des mots-clés. Donc ça, on est en amont de l'audit SEO. Donc, du coup, on ne va pas choisir les mots-clés dans un premier temps, mais on va se faire un petit brainstorming dans sa tête des idées qu'on voudrait de mots-clés. Ça sera à vérifier lors de l'audit si c'est des mots-clés ou pas. Le choix des activités, c'est tout simplement, si vous avez plusieurs activités, est-ce que vous voulez vous positionner en SEO sur toutes les activités ou pas? Et déjà, c'est bien de faire la petite liste d'activités. Dernier élément, quelle est votre capacité et votre volonté d'action? Qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous voulez faire? On verra par la suite, il faut faire un audit SEO, il faut faire du contenu, il faut faire du netlinking, c'est-à-dire des liens entrants, on en parlera par la suite. Il faut optimiser le code. Qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous voulez faire? Généralement, il y a des choses que vous allez externaliser, il y a des choses que vous allez faire vous-même, mais quoi? C'est à vous de décider dans un premier temps. L'audit SEO. Alors ça, c'est la partie la plus importante et de loin. Si vous ne faites pas d'audit SEO, rien ne se passera. Moi, ça fait 10 ans quasi que je suis consultant SEO. On pourrait dire que moi, je peux me passer de l'audit. Pas du tout. Je fais des audits extrêmement précis parce que c'est ça le plus important et de très, très loin. Donc, documents de plus de 40 pages dans mon cas. Hein. Il y a toutes sortes de documents, plein d'annexes, etc. Ça dure longtemps.
il y a 5 parties dans l'audit, dont les 4 parties où je vais vous en parler en détail. Première partie, le choix, l'audit de mots-clés. Deuxième partie, l'audit de contenu. Troisième partie, l'audit de netlinking. Quatrième partie, l'audit de code. Et à la fin, le plan d'action. Donc, choix des mots-clés, bien analyser le contenu et avoir une stratégie de contenu précise, voir ce qui ne va pas au niveau du code et faire une stratégie sur comment ensuite rectifier les erreurs et faire une campagne de netlinking. Le netlinking, j'en parle, mais j'en reparlerai aussi après. C'est le fait d'augmenter la popularité de votre site auprès de Google en faisant en sorte qu'il y ait des liens qui arrivent depuis d'autres sites vers votre site. Ça, c'est souvent quelque chose qui, si vous voulez faire votre SEO tout seul, c'est jamais fait, ou c'est jamais bien fait en tout cas. Et ça fait planter notamment le SEO. Donc, une fois qu'on a fait l'audit, on va faire les actions. Parce que j'en ai vu passer qui, moi, au tout début, quand j'étais consultant SEO, je faisais des audits tellement précis que je me disais ça suffisait, pas besoin de proposer un accompagnement. J'ai rapidement rectifié ça parce que je me suis rendu compte que soit les gens ne faisaient pas, n'appliquaient pas l'audit, soit ils l'appliquaient mal, même si j'expliquais très bien, parce que c'est très technique. Et par exemple, pour le contenu, généralement, il faut 3, 4, 5 fois que je vérifie le contenu pour qu'à la fin, ils finissent par comprendre parfaitement comment faire et après, ça roule. Mais pas sans ça, il faut vraiment accompagner. Donc, en termes de contenu, il faut un contenu optimisé SEO et optimiser les balises aussi. On y viendra par la suite. C'est bien que je répète, comme ça, vous allez comprendre encore plus facilement. Le netlinking, c'est les liens entrants depuis d'autres sites vers le vôtre. Il faut bien penser que, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, des choses vraies et des choses fausses en SEO. Ça demanderait même un webinaire. Mais il faut que le netlinking soit fait avec de la qualité, donc des liens de qualité, mais aussi de la quantité. Si vous faites que de la qualité, ça ne suffira pas. Si vous faites que de la quantité, ça ne suffira pas. Il faut un mix des deux. Et au niveau du code informatique, il y a plein de choses à checker dans l'audit. Et une fois qu'on voit que ce n'est pas optimisé, il faudra l'optimiser. Donc, c'est un peu technique au niveau du code, mais souvent, les clients que j'ai, et les freelances en général, vous devez certainement être sous WordPress ou Wix. La plupart des freelances sont sous WordPress ou Wix, et ce n'est pas compliqué d'optimiser ce qu'il faut optimiser au niveau du code, et même au niveau du contenu, en tout cas, mettre le contenu en ligne, ce n'est pas très compliqué. Encore moins sur Wix que sur WordPress. Et Wix est devenu plus intéressant que dans les années précédentes. Même si j'aime bien WordPress et je privilégie WordPress quand même. Le contenu. Donc, le plus important, une fois qu'on a fait un bon choix de mots-clés, et le choix de mots-clés, c'est essentiel, c'est faire un bon contenu. Et c'est ce qu'on appelle un contenu optimisé SEO. Le contenu SEO. Alors, il n'y a pas qu'une seule méthode. Faut pas, si vous êtes expert, vous êtes déjà très bien renseigné, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a plusieurs méthodes de rédaction. Il n'y en a pas une qui marche et tous les autres ne marchent pas. Il y en a plusieurs qui peuvent marcher. Il faut juste que cette méthode soit éprouvée et qu'on sait qu'elle va marcher. Moi, ma méthode, je ne l'ai pas changée depuis des années et je sais que ça marche depuis le temps. Mais il y en a d'autres qui existent. Ce qu'il faut faire en termes de contenu, il faut faire une page par mot-clé. Donc, je reviens sur l'idée du mot-clé. Donc, c'est plusieurs mots. Par exemple, photographe mariage Lyon, photographe événementiel Lyon, vidéaste Lyon, community manager Lyon, consultant SEO Lyon, et j'en passe. Ça, c'est les mots-clés. Alors, le choix de mots-clés, il faut utiliser des outils. Mais une fois qu'on a fait le choix de mots-clés, l'idée, c'est de faire une page par mot-clé. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais si on simplifie, c'est une page par mot-clé. Donc, si vous voulez vous positionner sur photographe mariage Lyon, photographe mariage Saint-Étienne, c'est 2 mots-clés, 2 pages. Si vous voulez vous positionner sur photographe événementiel Lyon et vidéaste Lyon, c'est aussi 2 mots-clés. Donc, on se retrouver avec un certain nombre de pages à un moment donné. Mais c'est important parce que si vous voulez vous positionner sur plein de mots-clés sur une seule page, Google, il ne va pas identifier que vous êtes le plus pertinent sur ce mot-clé-là parce que c'est un peu fouillis. Et ensuite, il faut appliquer une méthode très précise au niveau du contenu qui incorpore la répétition de mots-clés. Alors, ça fait un peu old school la répétition de mots-clés, mais ça marche en cœur. Le choix des mots incorporés dans le texte, on appelle ça le champ lexical, la mise en gras,
les H1, les titles, les H2, les balises alt, et j'en passe. Il faut vraiment que le contenu soit parfaitement optimisé parce que c'est ça le plus important pour Google, c'est le contenu. Tout le reste, le netlinking, le code peut être fait parfaitement. Si le contenu n'est pas parfait, il ne se positionnera pas. Le netlinking. Alors, le netlinking d'expérience, c'est ce qui est généralement jamais fait par le client. C'est pour ça que dans mes accompagnements SEO, en termes de contenu, je leur donne la méthode de rédaction, ils rédigent par eux-mêmes. Parfois, il y aura peut-être la question, mais on sait de plus en plus de ChatGPT, mais il ne faut pas copier-coller ChatGPT, il faut le modifier le texte après. Et je vérifie derrière, et au bout de 4-5 fois, les gens ont compris la méthode et l'ont imprégné. Autant le netlinking, c'est moi qui m'en occupe. Je leur donne des méthodes, mais c'est moi qui m'en occupe parce que c'est pas sexy et c'est clairement pas facile à mettre en place. C'est la méthode d'acquisition de liens. Il y a deux méthodes. Il y a le link building et le link betting. Le link building, c'est vous-même qui allez solliciter les propriétaires de sites ou les plateformes de netlinking ou les personnes qui ont des liens pour leur demander de faire un lien vers votre site. Il y a aussi des annuaires qui, il paraît, ne marchent plus depuis des années, mais ça marche encore très bien. Et des forums, et j'en passe. Et le link betting, j'en parlerai très rapidement parce que ça ne se fait pas trop pour les freelances, c'est pas ce qui est plus facile. C'est vous faites un contenu de qualité sur votre blog, par exemple, ça attire des liens depuis d'autres sites vers votre site, des études, etc. Généralement, c'est du link building qui est fait par les freelances. C'est ce qui est plus efficace, de manière générale, pour tout site. Dernière chose, le netlinking, il faut le faire petit à petit dans le temps. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire le netlinking toute sa vie du site, non. C'est juste que, généralement, il faut faire une campagne d'au moins 6 mois, 1 an. Il faut qu'il y ait des liens qui arrivent petit à petit dans le temps, pendant au moins 6 mois, 1 an, si vous voulez faire monter le référencement. Alors, pourquoi? Parce qu'en théorie, Google, il n'aime pas qu'on fasse du netlinking. Il n'aime pas qu'on fasse des actions pour faire monter le nombre de liens qui arrivent depuis d'autres sites vers votre site, pour augmenter votre popularité. En théorie, Google, il voudrait que votre site soit tellement bien qu'il attire naturellement des liens sans que vous ayez rien à faire. C'est très joli comme idée, mais ça n'arrive quasi jamais, pour ne pas dire jamais. Donc, du coup, on est obligé de faire du netlinking. Mais pour pas que Google se rende trop compte qu'on est en train de faire du netlinking, il faut le faire petit à petit dans le temps. Comment Google peut s'en rendre compte qu'on fait du netlinking? C'est s'il n'y a pas de lien qui arrive sur votre site ou quasi pas avant votre travail, que pendant 1, 2, 3 mois, il y a beaucoup de liens qui arrivent et après, plus rien. Là, Google se dit c'est louche et il ne remonte pas suffisamment les positionnements à ce moment-là. Si vous le faites petit à petit dans le temps, je ne dis pas le même nombre de liens par mois, hein, mais qu'il n'y ait pas une courbe qui monte énormément, redescend d'un coup, eh ben, c'est plus naturel pour Google, ça passe bien. Alors, le code informatique. Optimiser le code, c'est ce qui est le plus facile à faire. Encore plus sur du WordPress et sur du Wix. Alors, sur du Wix, en plus, c'est plus limité. Donc, il y a des choses où on n'a pas la main, d'ailleurs. Par exemple, le temps de téléchargement des pages, on n'a pas la main. À part de trop de détails. Sur du WordPress, on a plus la main. Alors, il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert en code pour pouvoir optimiser. Moi, dans la manière dont je travaille, j'analyse les problèmes de code. Je dis à mon client tout ce qu'il y a comme problème. Je lui explique comment faire. Généralement, il le fait. Qu'il soit expert ou pas, ça se fait très bien. Il y a des plugins pour ça, il y a plein de choses. Et je vérifie derrière. Au pire du pire, je peux l'aider. Et au pire, d'ailleurs, souvent, il peut y avoir des prestataires qui s'occupent du site. Donc, au niveau du code, il y a plein de choses à regarder. Le temps de téléchargement des pages, le sitemap, s'il est bien écrit, la duplication de contenu, il faut éviter, le maillage interne, le robot.txt, les balises, et j'en passe. Il y a tellement de choses à voir. Mais généralement, juste un petit point, les développeurs qui créent votre site Internet, si vous faites faire votre site Internet par un développeur ou par une agence qui crée un site Internet, parfois ils disent que leur site est optimisé SEO. Généralement, c'est cette partie-là qui est optimisée SEO et encore. Donc, il faut faire attention, si vous avez ce cas-là, vérifiez si vraiment le site est optimisé SEO, est-ce qu'il y a de la recherche de mots-clés, vous avez compris du coup, est-ce qu'ils font du netlinking, est-ce qu'ils font du contenu optimisé SEO? Généralement, non. Le suivi SEO, ça je l'ai dit, c'est la dernière étape.
c'est quoi le suivi SEO? Vous avez fait un audit, ou vous avez fait faire un audit à un consultant SEO, un expert SEO, et du coup, il faut l'appliquer. Donc, l'application, elle peut se faire en one-shot très rapidement, au bout de 1, 2, 3 semaines, un mois, ou alors, peut-être que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, ou vous avez plein de pages à créer, et vous devrez le faire en pas mal de temps. Donc, il faut l'appliquer dans le temps, cet audit-là, si vous n'avez pas le temps de le faire rapidement. Ensuite, le suivi SEO, c'est le netlinking. Vous l'avez compris, il faut faire une campagne de minimum 6 mois, 1 an. Et peut-être que les années suivantes, vous devrez faire un petit travail SEO complémentaire en termes de netlinking, mais pas très élevé. Ça dépend de la difficulté du mot-clé pour se positionner, votre positionnement actuel. Il y a différents éléments, mais ce n'est pas obligatoire. Et aussi le suivi des résultats. Moi, je transfère beaucoup les compétences à mes clients qui deviennent autonomes du coup. Mais ce que je dis souvent, le SEO, c'est très connu chez les professionnels du marketing des entreprises. C'est un des moyens les plus rentables pour trouver des clients. Mais, il y a un mais, c'est un moyen très rentable à moyen long terme. Si vous voulez des résultats, il faut partir de l'idée que vous devez certainement investir dans peut-être un consultant SEO, peut-être sur de la rédaction, peut-être sur du netlinking, etc. Donc, ça aura un coût initial et vous aurez des résultats au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Les résultats optimaux, c'est entre 4 et 6 mois. Vous pouvez peut-être avoir des résultats au bout d'un mois, mais ce ne sera pas les meilleurs résultats. Il faut juste que vous ayez cette idée-là, c'est que si vous voulez des clients au bout de quelques semaines, et si vous regardez vos résultats au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez juste paniquer en disant ça ne bouge pas beaucoup. C'est normal, ça prend plus de temps. Et aussi, il y a le changement de Google, parce qu'il y a des changements régulièrement chez Google. Et si vous appliquez des méthodes qui déplaisent à Google, et ben Google, tout le temps, essaie de les trouver, ces choses qui ne leur plaisent pas. Et du coup, vous devrez rechanger le contenu parce que ça ne plaît plus à Google, refaire du netlinking qui ne plaît plus à Google. Moi, je fais des méthodes qui sont pérennes. Il n'y a rien en 10 ans qui a eu des changements en Google qui dirait non, ça, malheureusement, il faut le remodifier. Je fais des choses assez pérennes et tant mieux. 3 astuces SEO pour les freelances. Bon, tout ce que je dis, c'est pour les freelances, mais là, c'est encore plus spécifique. Je vais essayer d'expliquer, c'est important. Première chose, privilégier des mots-clés locaux et longue traîne. Je vais revenir sur la photo. J'aime bien le secteur de la photo. Comme j'ai dit, j'en ai positionné plein. Photographe événementiel Lyon, photographe hôtel Lyon, photographe bébé Lyon, photographe portrait Lyon, photographe hôtel Lyon, photographe... Enfin, moi, j'en ai une tonne. Concrètement, si vous voulez vous positionner sur des mots-clés, donc là, on est sur le choix des mots-clés, n'essayez pas de vous positionner sur photographe, beaucoup trop large. Ça peut être dans toute la France. Quel type de photographie? On ne sait pas. Trop large. Même photographe Lyon, c'est plus intéressant, mais ça reste assez large. Sauf si vous faites tous les styles de photographie, c'est trop large. Il faut que vous positionnez sur quelque chose de plus longue traîne, c'est-à-dire où il y a moins de recherche, et c'est spécifiquement ce que vous faites. Donc, photographe bébé, par exemple, Lyon, photographe industriel Lyon, comme j'ai pu dire ce que je classais, photographe événementiel, photographe entreprise, Lyon, etc. Vidéaste Lyon, community manager Lyon. Si vous êtes sur une cible spécifique qui est recherchée, il faut vérifier, n'hésitez pas à regarder. Ça peut être, par exemple, graphiste, social et solidaire, des choses comme ça, à vérifier, éco-responsable, mais à vérifier que ça soit bien recherché. La recherche de mots-clés, ça se fait avec des outils SEO qui sont généralement payants, qui vous disent il y a tant de recherches par mois sur tel mot-clé. Ne le faites pas au doigt mouillé. Donc là, c'est la première chose. Faites attention à avoir des mots-clés locaux et longue traîne. Et chaque page, comme j'ai pu le dire, sur chacune des villes. Deuxième chose, coupler SEO sur le site, donc c'est tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, avec Google Business Profile. Alors, Google Business Profile, personne ne va peut-être connaître. C'est le nouveau nom depuis quelques temps quand même de Google My Business. Donc, c'est l'outil pour être présent sur la Google Map. Sur les mots-clés de freelance, donc c'est plutôt des mots-clés locaux que je vous conseille, il y a parfois la Google Map. Pas tout le temps. Mais quand elle l'est, c'est intéressant aussi d'être présent sur la map. J'y viendrai par la suite sur comment être présent sur la map. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de choses à savoir, mais dans beaucoup de mots-clés, il n'y a pas de map.
Et il y a aussi beaucoup moins de choix. Donc, comme il y a moins de critères, une fois que vous avez fait tous les critères, si vous ne vous positionnez pas, vous êtes un peu bloqué. Dernière chose, dernière astuce. Alors, je n'irai pas forcément dans le détail, mais c'est des choses qui sont quasi jamais dites. Le netlinking, c'est le fait de faire venir des liens depuis d'autres sites vers votre site. Et ce n'est pas facile, mais pas facile du tout. C'est pour ça que je m'en occupe. Et généralement, j'ai vu passer depuis 5-6 ans quelque chose qui est devenu obligatoire sur la plupart des mots-clés où on veut se positionner et la plupart des mots-clés pour les freelances. C'est l'achat de liens. C'est ce qu'on appelle le netlinking payant. C'est-à-dire que vous allez payer des plateformes, vous allez payer des propriétaires de sites. Moi-même, par exemple, j'ai des sites où je fais des liens vers mes clients et ça marche très bien, des blogs sur Lyon, etc. Donc, on va payer des propriétaires de sites ou des plateformes de netlinking pour qu'ils fassent des liens vers votre site. Et même, ne serait-ce que le choix de la plateforme de lien de netlinking est extrêmement important parce qu'il y a de tout. N'essayez pas d'acheter un lien vous-même parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des liens très chers qui valent rien et des liens pas bien chers qui valent beaucoup. Et c'est un peu le savoir-faire des professionnels du SEO de savoir où est-ce qu'il faut aller pour faire de la qualité. Alors là, je vais faire plusieurs slides sur les erreurs fréquentes en SEO et notamment les erreurs fréquentes de ceux qui font par eux-mêmes leur SEO. La plupart du temps, je vais un peu faire une divagation sur les freelances et le SEO avec les freelances. J'ai parlé à beaucoup de freelances en 10 ans, vous vous en doutez. Beaucoup de freelances essayent de faire leur SEO tout seul et certainement vous, la plupart, vous avez essayé de le faire. Il y en a qui arrivent très très bien. Il y en a qui arrivent même à être premiers, j'ai des noms, mais j'ai aussi des noms parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que, vous l'avez peut-être compris déjà, je ne vous donne pas toutes les infos parce que ça dure 2 jours, une vraie formation, mais c'est très complexe le SEO. Et si on fait 95% du boulot et pas 100%, c'est ce qui est un peu ingrat, eh ben, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, on verra dans les erreurs fréquentes du SEO, mais vous allez bien les comprendre. La principale erreur, c'est essayer de se faire soi-même si on n'a pas suffisamment les compétences. Il faut être vraiment très calé en SEO pour pouvoir le faire soi-même. Un développeur qui est très bon en marketing et qui sait très bien rédiger, mais qui connaît très bien le netlinking, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon. Donc les erreurs, voilà ce que je vois le plus souvent passer. La première erreur, souvent elle n'est pas faite, mais je la donne quand même, parce qu'il y en a quand même qui le font, c'est penser que le SEO, c'est être présent sur son nom. Moi, c'est Alexandre Favreau. Si vous cliquez Alexandre Favreau, je vais être premier. Eh bien, le SEO, c'est pas ça. C'est pas être présent sur son nom, vous vous en doutez. L'idée du SEO, c'est de faire venir sur votre site et faire en sorte que l'internaute qui est sur votre site vous contacte, mais qui ne vous connaît pas. Donc, vous êtes sur des mots-clés, photographe, etc., vidéaste, etc., community manager, et pas votre nom. Celui qui met votre nom, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Ce n'est pas du SEO. Deuxième chose, ne pas ou mal appliquer l'audit SEO. Parce que l'audit, ça reste un document. Si vous ne l'appliquez pas, il ne se passe rien, évidemment. Si vous l'appliquez mal, eh ben, il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est pour ça qu'au tout début, quand j'étais consultant SEO, je suis très perfectionniste, je faisais des audits hyper complets, c'est toujours le cas, et je me disais, je n'ai pas besoin de leur proposer un accompagnement, ça serait leur faire payer un truc inutile. Et c'était une grosse erreur, parce que je me rendais compte qu'ils n'appliquaient pas parfaitement les choses. Et c'est normal au final. Le netlinking n'était pas fait, parce que c'est trop complexe, c'est pour ça que maintenant je le fais moi-même. Le contenu, il faut quelques essais pour que ça soit bien fait, et au niveau du code, c'est ce qui est plus facile à faire, mais tout n'est pas parfait non plus. Le mauvais choix de mots-clés, ça se voit souvent aussi. Il faut utiliser des outils payants pour bien trouver les mots-clés. Il ne faut pas le faire à dos mouillé. Et il ne faut pas trouver des mots-clés trop concurrentiels non plus. C'est pour ça que je vous ai parlé des choix de mots-clés plus locaux, plus longue traîne, pas trop généralistes, parce que sinon, il y a trop de concurrence aussi. Ne pas faire du contenu optimisé SEO, évidemment, j'en ai vu passer. Mal faire le netlinking, ça, c'est quasi tout le monde. Suroptimiser le contenu, ça arrive aussi parce que c'est un curseur. Il faut suffisamment optimiser, mais pas trop. C'est vraiment... la limite est difficile à trouver. Ensuite, ne pas faire du SEO sur la durée.
Je l'ai dit dans le suivi SEO, parfois c'est parce que les gens regardent trop rapidement les résultats, se rendent compte qu'il n'y en a pas, ce qui est normal au bout de 2-3 semaines, et ils se disent, du coup, le SEO, ça ne marche pas, donc j'arrête le netlinking, je ne refais pas de nouvelles pages. Et aussi, il y a autre chose à éviter. Vous faites un contenu optimisé SEO, il ne se passe rien. Ça évolue pas au bout d'une semaine. Et là, vous vous dites, il n'est pas assez bon mon contenu. Je vais remodifier le contenu. Non. Attendez. Si vous avez fait un bon contenu optimisé SEO, ça doit marcher, mais au bout de plus de temps que ça. Par contre, si vous l'avez mal fait, oui, ça ne bougera pas. Et ensuite, mal suivre les résultats en SEO. Ça, je l'ai plus ou moins dit. Il y a aussi des outils. Alors, outils gratuits, Google Search Console, c'est très intéressant. C'est de plus en plus pertinent. Sinon, il y a des outils payants. Moi, j'utilise pour plein de choses SEMrush, S-E-M-R-U-S-H. Je suis transparent sur ça. Il est un peu cher en version payante et surtout pas facile à comprendre. Et de toute façon, les outils, en soi, on peut les donner, mais c'est la tête et c'est la compétence qui fait la différence. Donc, j'insiste sur un point. Alors, ça prêche pour ma paroisse, vous allez vous dire, mais c'est l'expérience qui veut que, en toute sincérité, c'est que beaucoup de gens en freelance essayent de faire eux-mêmes plein de choses. Ils font leur site eux-mêmes, ils font leur SEO eux-mêmes, ils font leur LinkedIn eux-mêmes, mais bon, c'est souvent gratuit, donc il n'y a pas de souci. Ils font leur réseau, ils font plein d'actions gratuites. Et quand ça peut être payant, comme faire appel à un professionnel du SEO, ils se disent, je vais faire moi-même. Mais par rare exception, ça ne va pas marcher ou pas suffisamment. Parce qu'on n'a pas forcément la culture, et là, je fais de manière générale de l'investissement quand on est freelance. Les entrepreneurs, ils savent qu'investir 1 000 € pour que ça rapporte 5 000, 10 000, 30 000, etc., pas de souci. Un freelance, il a plus de mal à faire ça, ce qui peut se comprendre. Hein. Économie d'argent, où on sent qu'on sait faire parce qu'il y a plein d'infos sur le SEO partout dans le web. Alors des vraies, des fausses, mais comme j'ai pu le dire, il y a aussi le problème de si on fait 95% du boulot, et il reste les 5%, et 5%, ça fait la différence. Alors, une des dernières slides, c'est l'évolution du SEO. Je vais quand même en parler assez longuement quand même. Alors, ce que je vous ai parlé là, évidemment, je ne vous ai pas tout dit parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous ai donné beaucoup d'astuces quand même. C'est sur le SEO du site. C'était valable dans le passé, c'est valable actuellement, ça sera valable dans le futur. Il y a aussi la présence sur Google Maps, et ça, j'irai plus dans le détail. Concrètement, je vous dis, ce n'est pas tous les mots-clés pour des freelances où il y a la map qui apparaît. Mais si sur un mot-clé, vous voulez vous positionner, il y a la map, essayez de le faire. Il faut s'inscrire sur Google Business Profile. Il faut remplir tout ce qui vous dit de remplir, les horaires, tout. Remplissez tout. Le titre, essayez de mettre le mot-clé. Souvent, malheureusement, c'est retoqué de nos jours, mais essayez, par exemple, photographe événementiel, si vous êtes photographe événementiel, et ensuite votre nom. Si c'est retoqué, vous aurez fait le boulot, vous aurez essayé. Vous mettez potentiellement un post par mois, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider, c'est un post d'actualité sur une actualité que vous pouvez avoir. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ce qui fera bouger votre Google Maps et se positionner plus ou moins bien, c'est les avis. Avoir le maximum d'avis qui soit le plus proche possible des 5 et aussi qu'on oublie souvent 2 choses. Répondre aux avis en mettant les mots-clés et la localisation où vous êtes. Donc, si vous êtes photographe de mariage à Marseille, vous pouvez mettre dans la réponse, quand vous répondez à l'avis, photographe, mariage à Marseille. Bon, vous trouvez comment on peut le dire sans que ça soit bizarre. Donc, nombre de mots-clés, proche de 5, et aussi le fait qu'il y en ait régulièrement. Parce que parfois, on peut avoir 40 avis, et quelqu'un va vous passer devant alors qu'il n'en a que 10, mais il a des avis plus récents. Il a eu des avis il y a 2-3 mois, et vous, ça fait 1 an que vous en avez pas mis. Donc, ça peut avoir une incidence. Après, si vous n'arrivez pas à vous positionner malgré ça, c'est plus difficile de trouver d'autres liens. C'est l'avantage du référencement naturel que je vous ai présenté jusqu'à maintenant sur les liens, c'est qu'il y a tellement de critères que si vous faites les choses bien, normalement, tout devrait bien se passer.
Dernière évolution très très récente. Donc là, on est sur les balbutiements des évolutions avec des idées plus ou moins précises, mais qui peuvent évoluer. C'est le GEO, G-E-O, Generative Engine Optimization. Ça, c'est la présence sur les IA, tout ce qui est IA. Donc, il y a deux sortes de choses. Première chose, IA, dont ChatGPT. Donc, c'est les outils où vous posez des questions et vous aurez des réponses. Donc, ChatGPT, c'est celui qui est leader. Il a à peu près 65% de part de marché sur ces IA-là. Ensuite, il y a Perplexity, que beaucoup d'entre nous connaissent moins, à part les professionnels. Il y a Gemini, il y a Claude et il y en a d'autres. Pour se positionner dessus, c'est différent. Il y a d'autres critères qui sont différents, qu'on est en train d'apprendre petit à petit dans le temps. Voilà, c'est vachement différent. Moi, bon, j'ai appris à le faire, mais c'est assez récent. Hein. Et quelque chose d'encore plus récent, c'est les IA de type IA Overview et AI Mode. Ces deux IA de Google que vous connaissez peut-être pas, parce que ce n'est pas arrivé encore en France. Mais ça va arriver d'ici quelques semaines, voire quelques mois. C'est déjà présent dans quasi tous les pays du monde, mais la France fait partie des rares exceptions. On ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être une question RGPD ou légale ou je ne sais quoi. L'IA Overview, c'est tout simplement sur un certain nombre de recherches sur Google, notamment des recherches d'informations où vous posez une question, ou même pas forcément une question, mais vous voulez une information, par exemple audit SEO, mots-clés, recherche de mots-clés, etc. Vous aurez une réponse en quelques phrases directement sur le moteur de recherche de Google. Donc, ça fera qu'il y aura moins de personnes qui vont cliquer sur les liens. Donc, ça sera pertinent d'être sur les sources de cet encart-là. Pareil, on est dans les balbutiements, mais on a des idées de ce qu'il faut faire. Et l'IA Mode, c'est encore différent. C'est un nouvel onglet de Google qui va arriver. On a des onglets vidéo, actualité, etc. On aura un onglet AI Mode et vous pourrez discuter avec une IA qui sera Gemini, parce que c'est l'IA de Google. Si vous voulez, par exemple, résoudre un problème ou discuter avec l'IA. Donc, pour se positionner dessus, là, c'est un peu plus flou. Par contre, on a beaucoup plus d'idées sur ChatGPT et les autres. Et encore, les méthodes sont différentes. On est vraiment dans les balbutiements. Mais voilà, plein de choses intéressantes. Deux dernières slides où je vais juste présenter ma méthode et moi, en tout cas, comment je travaille. Moi, comme j'ai pu le dire, j'utilise deux choses. Je fais un audit, donc un audit SEO avec une partie géo. C'est très récent, mais je l'incorpore dans mes audits maintenant. La grande partie de l'audit, hein, c'est le SEO, évidemment. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si on fait du bon SEO, généralement, on se positionne bien sur le géo aussi. Pas que, mais ça donne un point positif. Donc, audit précis, plus de 40 pages avec des annexes, présentation aux clients. Et accompagnement, que je préconise très fortement, où c'est moi qui fais le netlinking, je vérifie le contenu et le code. Ce n'est pas moi qui fais le contenu, c'est souvent le client. On peut s'aider de ChatGPT ou pas, mais si on s'aide, on ne reprend pas textuellement ce que fait ChatGPT. Et puis, il faut surtout donner à ChatGPT ma grosse méthode très précise. Pareil pour le code, je vérifie. Et des collègues à moi m'ont dit, tiens, pour un webinaire, ça peut être intéressant que tu fasses une proposition. Donc, je fais une proposition. Juste à titre d'information, mes prix, alors j'ai la TVA, donc il faut rajouter la TVA. 500 € hors taxe pour un audit, normalement, 600 € TTC. Et pour un accompagnement d'un ordre d'idée de 3 heures, on peut avoir besoin peut-être de plus dans certains cas, mais 3 heures, c'est déjà pas mal. On est sur du 700 € hors taxe, 840 € TTC. Et voilà, je fais une offre pour ceux qui voudraient que je les aide jusqu'au 31 octobre. Je fais une offre avec une réduction, vous le voyez, 180 € de réduction TTC sur l'audit et 246 € TTC sur l'accompagnement. Généralement, je ne fais pas ça, mais on est dans une période, généralement le mois d'octobre et le début du mois de novembre, ce n'est pas la période où il y a le plus d'activité pour moi, donc du coup, je peux me permettre de faire ça. Voilà, finalement, j'ai passé énormément de temps. J'ai l'impression que c'était rapide. Il y a pas mal de questions en plus, donc tu vas pouvoir enchaîner. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment chouette.
Et tu vois, ça a généré pas mal de questions. Donc, bon, écoute, je te propose de les prendre dans l'ordre. Bon, la première question, tu y as pas mal répondu. C'est, voilà, peut-on considérer les IA génératives comme des moteurs de recherche et quelles sont les différences? Est-ce que tu peux donner, par exemple, quelques différences entre comment être référencé sur ChatGPT ou sur Google, s'il y en a qui te viennent en tête ou... Ouais. Alors, déjà, il y a une statistique qu'il faut bien identifier. C'est que pour l'instant, sur l'ensemble des recherches qui sont effectuées, les statistiques, c'est que les recherches faites via les IA, c'est entre 5 et 10% des recherches. Donc, Google est encore très largement majoritaire. Et avec l'arrivée de AI Overview, je pense que ça va rester clairement les choses comme ça. Mais contrairement à ce qu'on disait souvent, depuis 10 ans, on dit souvent, il y a une révolution qui arrive, qui va supplanter ce qui se fait actuellement. Celle-là, elle va quand même monter. Ça ne va pas rester à 5-10%, ça va monter, monter, monter. Donc la différence, alors sur le SEO, sur Google actuellement, ça je l'ai dit en long et en large. Sur le SEO via ChatGPT, il y a des subtilités, mais après, il faut regarder le prompt où vous voulez vous positionner et voir aussi qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont trouvé leur source. Et ça donne des idées de où est-ce que vous pouvez vous positionner. Le netlinking, par exemple, sur ChatGPT, ils aiment bien le listing, récupérer les informations sur des listes, notamment sur des plateformes de freelance, par exemple. Pas que, mais sur des annuaires des plateformes de freelance, ça, ils aiment bien récupérer. Mais pareil, ce qu'on dit là, peut-être sera plus valable dans 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, ça évolue beaucoup plus rapidement. Mais c'est ce qu'on a pu détecter, c'est être présent sur des plateformes, pas pour être choisi par des clients sur la plateforme, mais juste pour être choisi par ChatGPT, ça peut être pertinent. Par contre, ce qui est être très bien présent positionné sur Google, ça aide énormément d'être présent sur les IA. Donc, commencez par vous positionner sur Google et vous aurez beaucoup plus de chances de vous positionner sur les IA. Voilà, en fait, un truc à bien comprendre, c'est que la source des IA, c'est Internet, hein. Et donc, évidemment, ils vont chercher leurs infos sur Internet. Et du coup, vous avez un petit peu la même logique, c'est-à-dire que plus vous serez crédible et référencé sur certains mots pour répondre à une question précise, et plus vous avez de chances que l'IA aille taper dans ces pages-là et du coup vous trouve en référence sur un point. Nous, ce qu'on a remarqué, mais comme tu dis, excuse-moi, ça peut ça peut changer très très vite, c'est que ChatGPT aime beaucoup en effet tout ce qui est tableau et tout ce qui est comparaison. Voilà, les trucs du genre, voilà, quel est le meilleur outil machin, genre, voilà, je sais pas si, typiquement, si on reste sur ton exemple de photographe, voilà, les 10 meilleurs photographes de mariage de Lyon. Ça, c'est un article de blog qui plairait sûrement beaucoup à ChatGPT, typiquement. Voilà, mais après, est-ce qu'elle pourra changer? Parce que j'imagine que et c'est même sûr, il y a plein de choses qui vont se passer, hein, où il y aura plein de listes qui vont arriver de partout, donc ils vont être un petit peu submergés de listes. Donc, être présent sur ces annuaires qui fait des listes, des annuaires, des plateformes, etc., ça peut être un élément, mais être très bien positionné sur Google amène beaucoup également être présent sur ChatGPT. Exactement. Et nous, Autre question. l'autre point aussi, c'est que effectivement, c'est important d'être sur des sites bien référencés. Typiquement, alors c'est moins vrai pour des freelances forcément. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez être crédible aux yeux de ChatGPT, par exemple, c'est beaucoup mieux d'avoir une page sur Wikipédia, typiquement. C'est ce genre de choses qui commencent à Alors, ressortir. ouais. Mais ouais, c'est moins pour les freelances, Mais du justement. coup, Je ça suis marche pas pour totalement les d'accord freelances, c'est clair. mais les freelances, avoir une page Wikipédia, voilà, c'est pas facile. Reynald te demandait, donc il utilise une plateforme qui s'appelle Learnybox et il te demandait voilà, si tu la connaissais et s'il y avait des particularités par rapport à cette plateforme. Plateforme de netlinking, plateforme de quoi? Parce que les plateformes de netlinking, il y en a plein, et des outils SEO, il y en a plein. Learnybox, de loin, ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous parler de la qualité de la plateforme et des particularités de la plateforme. Il y en a énormément, énormément de plateformes, donc je ne pourrais pas dire. N'hésite pas à préciser du coup, Reynald, ta question ou si tu as des questions un peu précises. Ensuite, Carole avait une question donc, sur les outils qui a un petit peu répondu. Tu as parlé de SEMrush, mais tu peux peut-être en citer d'autres. Ouais. Alors, il y a les outils pour trouver les mots-clés. Il y a Neil Patel, qui a une version freemium. Mais on arrive vite à quelque chose de payant, ce qui est assez normal, hein. Il y a plein d'outils qui pullulent, mais il faut payer pour être présent. Et donc, du coup, il y a Neil Patel.
SEMrush, alors Yoda, il a un peu changé maintenant. SEMrush, c'est vraiment le meilleur, c'est celui que j'utilise le plus pour le choix de mots-clés, pour analyser les concurrents, pour analyser les positionnements actuels et pour le netlinking aussi. Sur le netlinking, il y a aussi Ahref, Ahref. Il y en a d'autres, Majestic SEO pour le netlinking aussi. Pour identifier, crawler le site, analyser le site. Alors, c'est hyper technique, donc ceux qui ne sont pas spécialisés vont rien y comprendre. C'est RMTech, RM plus loin Tech, ou encore mieux, Screaming Frog, SCREAMING, plus loin, Frog, F-R-O-G, mais c'est très technique. Je ne conseille pas de regarder soi-même, sauf si on est développeur, par exemple. Là, je pense que c'est plus facile de comprendre. Après, souvent, comme j'ai dit, les outils, c'est bien, mais c'est sa tête, c'est l'expérience, c'est les compétences et c'est l'analyse manuelle du site. Je vais souvent sur le site pour regarder précisément, manuellement, ce qui s'y passe, parce que c'est beaucoup plus important que les outils. Donc, Alors, en les outils, parlant c'est du juste site, une aide. justement, plutôt WordPress, plutôt Wix, autre chose, les deux, peu importe. Moi, j'ai plutôt WordPress, mais en toute transparence, il y a quelques années, encore 5-6 ans, Wix, la plupart des consultants SEO, quand ils entendaient parler de Wix, ils disaient ouh là 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 là, faut changer, parce qu'ils n'étaient pas bons. Maintenant, ils sont bien meilleurs, et quand quelqu'un est sous Wix, j'ai tendance à dire reste sur Wix. Donc Wix est devenu bon, mais ce que je préfère, c'est WordPress. Alors, c'est pas le plus facile, mais c'est là où on peut faire plus de choses, notamment au niveau du code. Si le temps de téléchargement des pages, on veut l'améliorer, on peut le faire sur WordPress, sur du Wix, on est un peu bloqué. Donc ouais, WordPress, c'est ce que je préconise, mais Wix, je suis pas contre. Sachant qu'effectivement, il y a pas mal de modules après sur WordPress, notamment pour essayer d'optimiser la partie SEO, le ranking. Alors, il peut y avoir des analyses allez, un peu intégrées, etc. ouais. Par contre, juste une chose, il y a des modules SEO sur WordPress et ça fait 10 ans qu'on en parle, notamment Yoast SEO, et ça ne me dérange pas d'en parler. Si vous voulez juste utiliser des modules pour le SEO, pour optimiser votre SEO, vous allez vous dire à un moment donné, c'est bizarre, et quasi tout le monde le dit, c'est bizarre, j'ai Yoast SEO ou j'ai un autre module SEO, mais je ne suis pas optimisé SEO et je n'arrive pas à me positionner. Oui, normal, ça aide, mais c'est qu'une aide en fait. Et ça suffit non, mais bien sûr. pas du tout. Et tant Exactement. mieux, sinon j'aurais pas de boulot. C'est vraiment de l'outil, mais voilà, tu as des choses, ça peut optimiser les tailles d'image, les textes, etc. Mais ça fait pas de la magie non plus. Non. Guillaume qui te challenge un peu. Et toi, du coup, comment tu te places en tant que consultant SEO Lyon dans Google? Tu as une stratégie, toi, de Ceux qui me référencement? connaissent savent que je suis totalement franc. Et il y a une particularité, c'est que pendant très très longtemps, alors pendant un certain temps, j'étais premier. Pendant très longtemps, j'étais dans les 4 premiers, ce qui est vachement bien. Surtout que je faisais absolument rien depuis des années en SEO et je restais toujours premier. Là, j'ai changé un petit peu mon site, donc du coup, je suis redescendu. Je suis bien redescendu parce que je suis en train de remodifier mon site et tout. Mais pour être totalement transparent, dans le milieu du SEO, c'est très particulier. Je connais quelqu'un qui a été premier pendant des années et qui a arrêté d'être premier parce que ça lui offre pas de prospects. C'est étrange, hein, ou des prospects de mauvaise qualité, c'est-à-dire des prospects qui demandent à plein de gens, qui cherchent le moins cher. Donc, c'est des mauvais prospects. Donc, du coup, moi, je voulais bien rester dans les premiers, mais c'est plus pour montrer. Mais ça n'amène pas de prospects. Et les rares prospects qu'on a, c'est très peu qualitatif. Donc, c'est très particulier dans le SEO, mais bon. Peut-être qu'il faudrait cibler d'autres mots-clés, sinon, effectivement. Voilà. Anne qui se demandait comment on fait pour vérifier les mots-clés les plus recherchés. Donc, tu as un ou deux outils là-dessus pour savoir. Parce qu'effectivement, avant de se positionner, du coup, il faut savoir sur quoi se positionner. Ouais, et il ne faut pas le faire au doigt mouillé parce que sinon, vous vous plantez dans quasi tout le temps. SEMrush, c'est un des outils. SEMrush, c'est celui que j'utilise le plus. Alors, il est freemium, il n'est pas facile à comprendre, mais moi, les professionnels le comprennent. SEMrush. Donc, du coup, il est un peu cher si vous voulez prendre la version payante, c'est clair. C'est un des historiques qui est le plus connu, effectivement. Le plus connu et le plus qualitatif, les deux, du coup. Après, la Search Console te donne une idée aussi quand même des
des volumes de ce qui est Ça, dans les médias. la Search Console donne une idée des positionnements actuels de votre site, du site sur des mots-clés. Donc, sur les mots-clés, vous êtes déjà, on est déjà positionné. Donc, Ça ce peut qui pas ne donne pas t'aider à en forcément des trouver, idées quoi. des meilleurs mots-clés. Mais ça peut donner des Ok. idées. Toujours des outils. Est-ce que tu as des plateformes à recommander pour le netlinking payant? Je pense que c'est pas tant un problème de plateforme que de, en fait, c'est un peu lien par lien, quoi. Enfin, il y a des sites mieux que d'autres, non? Je sais pas. Oui et non. Alors, c'est un truc où généralement c'est off. Donc, il y a des plateformes, netlinking.fr, Semjust, il y a Rocketlinks, et il y en a d'autres. Ma plateforme, je la garde pour moi. Ça fait partie des rares trucs, je ne donnerai pas ça. Parce que c'est vraiment. Mais en plus, j'ai mes propres sites aussi. Et, beaucoup de gens dans les SEO, des consultants SEO, ont leur propre site qui permet aussi d'avoir des liens plus qualitatifs. Et même dans les mêmes plateformes, c'est pareil. Il y a des bons liens, des mauvais liens dans chaque plateforme. Donc, dire les plateformes, ça ne suffit pas. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est qu'il y a des. Et je ne veux pas vous faire peur, mais il y a la possibilité, je ne le fais pas, mais de bidouiller un petit peu les statistiques, même ceux qui s'y connaissent, en disant ah, il a un bon quality score, il a pas mal de mots-clés, etc. Il y a des moyens de bidouiller pour faire croire que ce lien est de qualité, alors qu'il ne l'est pas. C'est vraiment très particulier l'achat de liens. Malheureusement, j'ai envie de dire. Bon, donc peut-être à éviter de faire tout seul, quoi. Oui, éviter, ouais. Moi, je t'ai posé une question aussi. Tu disais, OK, pour se faire référencer, il faut cibler un mot-clé, puis après, il faut créer du contenu à la fois qualitatif et quantitatif. Ouais. Mais moi, je suis freelance. Comment Très je bonne fais pour question, trouver ce évidemment. temps-là? Il me faut du temps. Donc, aujourd'hui, tu penses quoi du fait de se faire aider par les IA pour la création de contenu? Comment il faut l'encadrer? Est-ce que tu as des tips là-dessus? Ouais. Alors, c'est une bonne question. C'est limite la meilleure question du moment, hein. Alors, évidemment, de manière générale, moi, tout ce que je dis, c'est mon avis à moi. Vous aurez d'autres consultants qui auront peut-être des avis différents. Et très probablement, il n'y a pas qu'une seule méthode. Et comme je l'ai dit pour la rédaction, il n'y a pas qu'une seule méthode de rédaction qui marche. Il faut juste savoir si ta méthode marche ou pas. Et l'ancienneté permet de savoir notamment. Alors, moi, ma politique, c'est j'ai une méthode précise, très, très précise, qu'il faut donner à l'IA si vous voulez utiliser l'IA, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Le mieux, c'est vous rédiger sans l'IA. Mais ce n'est pas facile. Et en plus, on a l'aide de l'IA, donc on a envie. Donc, si on veut le faire, pourquoi pas? On donne la méthode précise à l'IA, qui va appliquer la méthode de l'IA, qu'il faudra vérifier qu'elle applique bien comme il faut. Et ensuite, on remodifie le texte. Parce que les textes générés à 100% par l'IA, alors, la communication officielle de Google, il faut faire attention, tout ce qui est communiqué par Google n'est pas forcément vrai, c'est moins qu'on puisse dire. La communication, c'est si c'est généré par l'IA, mais qualitatif, ça ne pose pas de problème, mais dans les faits, ils n'aiment pas trop. Et je pense qu'ils aimeront de moins en moins. Et moi, ce que j'aime, c'est les méthodes pérennes qui, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ne vont pas changer et on ne va pas dire merde, il n'aime plus les textes générés à 80% par l'IA ou 100% par l'IA, il faut que je remodifie mon texte. Et ben moi, ce que je préconise, c'est on le modifie après l'avoir généré. C'est une aide pour avoir des idées qu'on n'est pas habitué à rédiger, mais après, il faut le remodifier. C'est ce que je préconise. Très clair. Je pense aussi que c'est la meilleure façon de faire. Ça peut accompagner, ça peut aider. Mais il ne faut pas le laisser tout faire. Et surtout, comme tu dis, il faut bien l'encadrer, c'est-à-dire lui donner un prompt très précis sur le nombre de mots attendus, la structure, les mots-clés qu'on veut mettre en avant, etc. Et ça, comme c'est des règles techniques, lui, il sait à peu près faire et l'interpréter. Mais derrière, après, c'est vraiment sur le fond que là, vous allez pouvoir apporter votre expertise et rajouter ce côté qualitatif. Et voilà. Parce que peut-être que vous dites, peut-être les freelances, je vais demander à ChatGPT, fais-moi un texte optimisé SEO sur tel mot-clé. Et puis voilà. Non. Ça risque d'être problématique, ouais. Christian, qui voudrait récupérer ton PDF, tu vas le partager après? C'est une bonne question. Est-ce que de toute façon, ça sera sur YouTube. Alors voilà, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous allez avoir le replay automatiquement, même si pour vous être inscrit au live. Et en plus, ce sera republié sur YouTube, effectivement. Donc vous avez le contenu en permanence. Il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Alors, Carole précisait, en fait, c'était pas donc elle parlait d'outils, pas tant pour les mots-clés, mais c'était des outils d'optimisation de site. Ah, ça, j'imagine, ça dépend du site, du coup. De toute façon, je ne connais pas. Ah, l'outil qu'a Landlybox, c'est ça? Je ne connais pas, donc je ne pourrais pas te donner d'avis sur ce sujet. Non, Landlybox, c'était Reynald qui en parlait, c'était encore un autre sujet. Non. Voilà. Carole, elle disait quels outils vous nous proposez pour vérifier l'optimisation. Si c'est au niveau du code, c'est Screaming Frog et RMP. Où on regarde les balises, notamment page par page, etc. Et ça marche même sur un WordPress, par exemple? Oui. Par contre, attention, c'est vachement technique. Bah oui, après, c'est du code, hein, évidemment. Donc, il va vous parler de balises, de headers qui ne sont pas au bon endroit. Donc, c'est là qu'un accompagnement peut être intéressant. Voilà. Il faut soit avoir un petit bagage technique ou se faire accompagner, c'est sûr. Pour le comprendre et pour l'interpréter aussi. Mais un développeur, si c'est des développeurs, il pourrait comprendre. Quelqu'un qui n'est pas développeur, j'ai plus de doutes. Alors, on nous parle là de Lovable. J'imagine que c'est un outil comme Wix ou WordPress. Je ne sais pas si tu connais. Eh ben non. Donc, je ne pourrais rien dire sur ça. Bon, désolé, moi, je ne connais pas non plus. Build Your App, Official Website, Web App Builder. OK. Je ne connais pas. Ah oui, d'accord, c'est un truc, justement, c'est un nouveau truc basé un peu sur l'IA pour essayer de coder sa page plus vite. Bon, désolé, on n'a pas de retour d'expérience là-dessus. Je ne sais pas. Il y a des chances que ce soit un peu comme Wix et WordPress, hein, de toute façon. C'est-à-dire que en théorie, c'est beau. En pratique, ça demande quand même un certain savoir-faire pour que ça marche correctement comme on a envie que ça marche, quoi. Quand on dit référençable, l'idée, de toute façon, la méthode, elle est là. C'est choisir des mots-clés, faire des contenus optimisés SEO, etc. Donc, en gros, il faut vérifier que la méthode que je préconise, elle est appliquée. Mais il n'y aura pas d'outil qui fera tout. Hein. Non, ça, c'est sûr. Anne, du coup, voulait savoir si en changeant de prestataire, elle risquait de baisser en référencement. Alors, quand on dit prestataire, c'est hébergeur. Ouais, je pense que si c'est l'hébergeur, normalement, ça ne devrait rien changer. Non, à part éventuellement, et encore, c'est à vérifier, si elle était dans un hébergeur en France et qu'elle prend un hébergeur qui est à l'étranger, est-ce que ça aurait une minuscule incidence? Ouais, parce que les changements d'adresse IP, etc., bon, normalement, ça ne devrait pas, mais... Ouais, mais sinon, non. Non, pas de souci. Par contre, il faut juste que le site soit pas breakdown, comme on dit, qu'il n'y ait pas de période où le site n'existe pas. J'ai eu le cas avec un client où le prestataire a fait de la merde. Ça c'est très très mauvais. Ouais. Google ça vous déteste au plus haut point que même quelques jours que quand s'il repasse, il crawl le site et que le site il marche pas, oulala. Ça fait partie des bonnes pratiques d'ailleurs, même quand vous avez un site, en fait, Google ne veut jamais perdre de page. C'est-à-dire que si vous lui dites là, il y a un truc qui parle de ça et que le lendemain, il repasse et ça y est plus, il se prend une 404, il n'est pas content. Donc en fait, vous voulez toujours rediriger. Vous ne voulez jamais que Google tombe sur rien. À partir du moment où vous lui dites que le truc existe, pour lui, il faut que ça existe ad vitam. Ça fait partie des petits tips, effectivement, pour avoir quelque chose en SEO qui fonctionne bien. Donc Anne, pour répondre concrètement à ta question, a priori non. Simplement, il faut bien faire attention effectivement au shutdown, que tu n'aies pas ton site qui ne fonctionne pas pendant trop longtemps, quoi. Donc tu disais passer de Simplebo à Vistalid. Bon, sur le principe, il n'y a pas de souci. Donc Carole, tu nous précisais que tu parlais bien de WordPress, donc normalement on a répondu. Tiens, bonne question ça, Olivier. Je ne saurais pas répondre non plus. Est-ce que les extensions de domaine ont un impact sur le SEO? Sur les extensions et un impact sur le SEO, alors oui et non. En fait, quand c'est pas prouvé, c'est c'est compliqué. Ce que je préconise, c'est le .com. Le .com, alors, ça dépend. Quand on est freelance, généralement, on veut se positionner en France. On ne va pas aller trop loin non plus. Si c'est en France, le .com ou le .fr, l'un ou l'autre, ça ne change rien. Par contre, si vous voulez vous positionner en France et en Suisse, par exemple, ou en France ou en Belgique, par exemple, en France et un autre pays, le .com est beaucoup mieux que le .fr, clairement. Et après, il faudra faire des parties du site, découper le site en différentes langues. Donc, clairement, il faut le .com dans ce cas-là. Sinon, si c'est pour la France, .com, .fr, aucun problème.
Bon, donc, a priori, pas d'influence directe, mais effectivement, bon, c'est plus logique Sauf s'il y a d'avoir un plusieurs point langues. com si on a une vision un peu internationale. Après, tout le monde sait effectivement que enfin, tout le monde. La plupart du temps, les points com sont quand même nettement plus chers que les points fr, évidemment. Donc, c'est vrai que si on a un business plutôt local, typiquement un photographe, un point fr fonctionnerait très bien, quoi, et permettrait peut-être de payer un petit peu moins. Mais par contre, il faut bien faire attention, évidemment. Parce qu'il y ait quelqu'un qui vous prenne le nom de domaine en .com, ça peut être ennuyeux. Ouais. Ok, bon, on a de toute façon un petit peu dépassé, donc on va sûrement essayer de s'arrêter par ici. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos questions. On avait vraiment plein de questions, donc c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, merci à tous. Merci évidemment à toi, Alexandre, déjà pour ta présentation, pour ton temps et pour ton offre, qui a été effectivement citée comme généreuse. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que c'est cool en ces temps difficiles pour tout le monde de proposer une petite réduction. Donc, n'hésitez pas en tout cas, notamment si vous êtes sur Lyon. En plus, Alexandre peut vous rencontrer physiquement. Sinon, évidemment, j'imagine que tout peut se passer en live, en ligne, sans problème. Bah oui, bien sûr. J'ai un ordi, j'ai la possibilité de Voilà. visio. Même les Lyonnais, souvent, mais, je fais aussi beaucoup de visio, hein, même pour les Lyonnais. Hein. Et oui, on sort plus de chez nous, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Donc, merci à toi. Franchement, ça m'a beaucoup plu. Je serais resté répondre aux questions encore longtemps, mais il faut arrêter à un moment donné. Mais ça m'a beaucoup plu. Merci de m'avoir proposé de faire ce webinaire. Et très chouette, en tout cas, je pense que tout le monde aura appris pas mal de choses. On sait où se contacter, donc contact@alexandrefavreau.fr si jamais on veut en savoir plus ou si on a des questions précises. J'imagine que ça ne te pose pas de problème qu'on t'écrive. Non, on peut même m'appeler, mais en journée, pas la nuit. Tu fais bien de préciser. Bon, merci à tous. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi et puis je vous souhaite plein de réussite pour trouver des clients, notamment grâce au SEO. Merci, à bientôt.